Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de la saison 2 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Ariane Hudley. Bonjour Ariane. Bonjour. Alors Ariane, vous êtes donc professeur de culture visuelle à l'Université de Paris à l'UMR Larca. Vous enseignez dans l'UFR et des études anglophones. Vous êtes spécialiste de l'intermédialité et des séries télévisées américaines contemporaines. Vous êtes notamment l'autrice de The Wire, les règles du jeu, paru au PUF en 2016. Et vous avez récemment co-dirigé Exploring Seriality on Screen chez Routledge en 2021 et la sérialité à l'écran, comprendre les séries cinématographiques et télévisuelles aux presses universitaires François Rabelais en 2020. Et puis, pour tous ceux qui aiment les séries, qui aiment Histoire en série et qui aiment voir ce qui se passe derrière les séries, vous dirigez la super revue qui s'appelle TV Série, que l'on retrouve en ligne sur journalopenedition.org/TV Série. Donc, Ariane, aujourd'hui, on avait déjà traité The Wire avec Elsa Grassi dans l'épisode numéro 25. Mais vous nous proposez une autre série qui est tout à fait intéressante, c'est The Nick. En effet, je me suis fait piquer The Wire, donc je me rabattrai sur The Nick, qui est très riche aussi. Alors pour commencer, on va aussi dans ce premier épisode de la nouvelle saison, c'est l'épisode 40 mais c'est la nouvelle saison, on va peut-être mettre une première nouveauté, on va écouter un premier extrait de cette série et vous allez nous dire qu'est-ce qu'il en est. The Nick, north on Mott, east on 11th. Bowery's faster, sir. Won't have a long wait for the trolleys across I don't want faster. I enjoy waiting. Mott, north across House. Yes, sir. Alors, ça c'est le tout début de The Nick, où on découvre tout d'abord un plan subjectif sur deux pieds croisés, dans des chaussures blanches, un petit peu des chaussures de dandy, dans un lieu qui est étonnant, un petit peu chinois, des lumières rouges, des lanternes rouges, des femmes dévêtues. On sent que c'est un mélange entre une fumerie d'opium et un lupanar. Donc on se demande un petit peu où on est. Le son est un petit peu troublant aussi, il y a des bourdonnements, des souffles. Et donc on est plongé d'emblée dans la subjectivité de ce personnage qui sera le personnage principal qui s'appelle le Dr Thackeray, interprété par Clive Owen. Et on le suit ensuite, quelqu'un vient le réveiller et on le suit quitter cet endroit où visiblement il a passé sa nuit, prendre une voiture tirée par des chevaux et traverser un Manhattan de 1900 pour rejoindre l'hôpital Knickerbocker. Et ce qui marque tout de suite, c'est la vision étonnante de ce passé. On est bien loin des films ou des séries en costume qui insistent sur la dimension pittoresque du passé. Ici, c'est un petit peu dérangeant, c'est très sombre. Les plans qui nous montrent les rues de Manhattan sont dans des tonalités grises, bleues, assez sombres. On voit un cheval mort par terre et surtout, il y a une musique qui nous accompagne. Cette musique qu'on a pu entendre, qui est une musique qui n'est pas du tout une musique qu'on associerait avec une série en costume qui parle du passé, mais qui est une musique électronique qui pourrait s'apparenter davantage à une sorte de dystopie, qui confirme la tonalité sombre de la série, puisque à l'intérieur de la voiture, au lieu d'avoir un médecin propre sur lui qui se prépare à sa journée de travail, on le voit enlever une de ses chaussures et se faire une piqûre entre les orteils, une piqûre de cocaïne qui lui permet de tenir dans son métier extrêmement difficile. Donc dans cette scène d'ouverture, on a une sorte de concentré de cette vision du passé médical et du passé de New York tel qu'on va la voir dans la série The Nick.
Alors justement, Ariane, peut-être pour tous ceux qui n'ont pas vu cette série, est-ce que vous pourriez, de façon un peu plus précise, la présenter, savoir comment elle a été tournée, où est-ce qu'elle est parue en premier, et puis peut-être faire un peu de synopsis de la série. Welcome to the Nick. Oui, bien sûr. Donc, The Nick, c'est une série qui a été diffusée sur une chaîne qui s'appelle Cinemax, qui est une chaîne proche de HBO, en quelque sorte, une chaîne du câble premium. En France, elle a été diffusée sur OCS, je crois. Elle a été diffusée à partir de 2014. Et c'est une série qui n'a eu que 2 saisons, qui a été annulée au bout de 2 saisons, et qui se passe donc essentiellement dans un hôpital de New York, le Knickerbocker Hospital, en 1900, puis 1901 pour la 2e saison. Et on suit les différents personnages qui agissent dans cet hôpital, essentiellement le Dr Thackeray, qui est un médecin, un chirurgien extrêmement innovant, qui rêve de repousser les limites de la médecine, qui invente des objets, des outils qui lui permettront de procéder à des opérations plus efficaces. Et pour tenir le coup, il se drogue à haute dose pour avoir l'énergie nécessaire pour faire à la fois ses recherches et son action de médecin. On suit plusieurs docteurs autour de lui, dont un docteur afro-américain, Algernon Edwards, qui arrive dans cet hôpital un petit peu de manière forcée par l'un des mécènes principaux de cet hôpital, qui insiste pour qu'il soit engagé, alors que bien sûr la société extrêmement raciste de l'époque et les autres médecins et l'administration extrêmement raciste freinent des 4 fers. Donc on suit différents médecins, des infirmières, l'administration aussi de l'hôpital, parce que c'est un hôpital qui se situe dans un quartier qui auparavant était plutôt riche à New York, mais toutes les grandes fortunes, toutes les grandes familles se sont exilées plutôt dans le nord de la ville, dans le quartier de Uptown. Et The Nick se retrouve avec des patients qui ont moins de moyens financiers et du coup, l'hôpital lui-même a des problèmes financiers et c'est des questions qui reviennent de manière récurrente. On a aussi beaucoup de corruption. L'administrateur de l'hôpital est extrêmement corrompu. Donc, on a une sorte de peinture complexe de l'institution de l'hôpital de l'époque, avec également un inspecteur de santé publique qui enquête sur les phénomènes épidémiques, notamment liés à l'arrivée de nombreux immigrants en ce début du XXe siècle, une religieuse aussi, une nonne, qui s'occupe de l'orphelinat attenant à l'hôpital, mais qui est également faiseuse d'anges, donc qui est un petit peu tiraillée entre sa foi et sa volonté d'aider les femmes. Donc c'est une série qui est assez fascinante parce que elle appartient à la fois au genre de la série médicale et au genre de la série historique, et elle nous présente un tableau assez sombre, mais aussi fascinant, des avancées de la médecine de l'époque, tout en s'attachant à des personnages tourmentés, souvent excessifs, marqués par une ambition excessive, un petit peu comme dans les tragédies, ils sont une certaine hubris, et un rythme assez effréné aussi dans la peinture de l'action médicale de ces personnages. Alors justement, Ariane, j'aurais comme première vraie question, j'allais dire, à vous poser. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être un petit peu pour bien comprendre comment cette série a été tournée sur l'histoire de son élaboration? Oui, alors c'est une série, The Nick, qu'on associe toujours au nom de Steven Soderbergh. Quand on lit les articles qui sortent sur The Nick, on dit c'est la série de Steven Soderbergh, ce qui est intéressant. Alors Steven Soderbergh, c'est un réalisateur qu'on connaît bien, qui est devenu célèbre en 1989 avec Sexe, mensonges et vidéo, qui avait gagné la Palme d'Or à Cannes à l'époque, et puis qui a alterné des projets à la fois un petit peu intimistes, comme des expérimentations avec les nouvelles technologies dans ses films Bubble ou The Girlfriend Experience, des grands succès publics comme Ocean's 11, des films sur des problématiques sociétales comme Erin Brockovich,
ou Traffic par exemple. Et puis aussi bien sûr un film qui est redevenu à la mode très récemment, qui était Contagion, que beaucoup de spectateurs ont revu récemment. Et il a, c'est vrai, une fascination pour ces questions de contamination, de corruption, pour les personnages marginaux aussi qui veulent dépasser un petit peu les limites de leur contexte. C'est un cinéaste qui est aussi très intéressé par la technologie et les possibilités qu'offre le cinéma numérique. C'est l'un des premiers grands auteurs de cinéma à avoir adopté cette nouvelle technologie pour voir ce qu'on peut faire avec, contrairement à d'autres cinéastes qui refusent catégoriquement, comme Tarantino par exemple. Et c'est intéressant que ce soit Steven Soderbergh qui soit associé à cette série parce que, en général, l'auteur de séries tel qu'on le médiatise, c'est plutôt un scénariste, plutôt un showrunner. Et là, Steven Soderbergh, c'est vraiment le réalisateur. Il a travaillé aussi comme directeur de la photo et il a monté les épisodes, il s'est aussi chargé du montage, mais c'est pas le scénariste, c'est pas lui qui a conçu l'histoire. Les scénaristes et showrunners, ce sont Jack Amiel et Michael Begler, mais quand on lit des articles sur The Nick, souvent on ne parle que de Soderbergh. Donc c'est intéressant que ce soit une série qui est associée à une figure de réalisateur, un petit peu comme c'est le cas aussi pour Twin Peaks, bien sûr, avec David Lynch, parce que c'est pas si courant et c'est aussi parce qu'en général, les différents épisodes d'une série ne sont pas réalisés tous par le même réalisateur. Or, là, Soderbergh a réalisé tous les épisodes du début à la fin et il a vraiment imprimé une sorte de patte personnelle au style audiovisuel sur lequel on reviendra plus loin. Mais ce qui est intéressant aussi, au-delà de cette mise en avant de la figure de l'auteur Steven Soderbergh, qui est un petit peu qui reflète un peu toujours notre envie d'associer une œuvre à un seul auteur, c'est bien sûr l'entreprise collective, puisque le scénario est remarquable, donc observer un petit peu la collaboration entre les scénaristes et Soderbergh, et aussi l'interaction avec la chaîne, puisqu'il y a eu la publication de nombreuses notes de production, essentiellement entre Steven Soderbergh et Cary Antholis, qui était le président de Cinemax à l'époque, et c'est assez passionnant de voir les échanges qui ont eu lieu entre la production et Soderbergh et à quel point les discussions au sujet des rushs ont permis de modifier certaines choses au montage et à quel point cette dimension collaborative participe de la qualité d'une série au final. Alors, ce qui est intéressant, hein, vous l'avez dit, il y a plusieurs thèmes et thématiques dans cette série que l'on retrouve tout au long des 2 saisons. Vous en avez parlé, le niveau médical, le niveau historique. Alors, j'aurais comme première question à vous poser, ça serait de rentrer plutôt dans la série médicale en montrant d'ailleurs, pourquoi pas, que c'est une série qui est d'ailleurs essentiellement basée sur la découverte auprès du public actuel de la façon de faire la médecine en 1900 avec notamment l'époque de très nombreux progrès médicaux. There. The bleeding stopped. Nothing. It seems we are still lacking. I hope, if nothing else, this has been instructive for you all. Et c'est une série qui se fonde sur des archives précises de l'histoire de la médecine, les archives Burns, qui sont conservées à New York, qui contiennent par exemple plus d'1 million de photographies historiques, surtout liées à la question médicale et au contexte historique. Et Soderbergh et les créateurs de la série ont beaucoup travaillé à partir de ces images, de ces archives. Ils ont pris le Dr. Stanley Burns comme conseiller médical pour la série. Donc on voit que la série et ses créateurs sont très à cœur d'offrir une représentation documentée
ce qui ne veut pas dire qu'elle est vraie du début à la fin, bien entendu, mais en tout cas documentée sur ce que c'était que la chirurgie de l'époque. Alors, c'est une chirurgie qui s'offre de manière très réaliste. C'est un terme un peu flou, mais c'est Soderbergh lui-même qui l'utilise régulièrement. Il voulait délibérément que sa série soit pénible à regarder. Et c'est vrai que c'est une série devant laquelle il faut s'accrocher un petit peu, parce que les scènes d'opération sont parfois assez insoutenables. C'est-à-dire qu'on a des très gros plans des mains nues des chirurgiens qui plongent dans les entrailles ou dans un utérus, ou, voilà, avec profusion de sang, de pompes activées à la main pour éviter que le sang se répande partout. C'est une série qui est vraiment, en anglais on dit in your face, c'est-à-dire elle ne vous épargne pas beaucoup le spectacle de la médecine en gros plan. Alors moi, j'avoue, il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois, hein, parce que la première scène est une scène d'opération sur une femme enceinte qui a un problème de placenta previa là, et assez difficile à regarder. Donc j'encourage ceux qui n'ont pas encore vu la série à poursuivre au-delà de cette première scène. Il n'y a pas que ça non plus. Et comme vous le disiez, la série joue aussi sur le décalage entre nos attentes et ce que nous voyons, puisque le genre médical est un genre très populaire au sein des séries télé. On sait que c'est un genre qui existe depuis les années 60, qui a constamment été renouvelé. On n'a qu'à parler du grand succès des séries comme Urgence dans les années 90, Grey's Anatomy dans les années 2000, Dr House bien sûr, et plus récemment des séries qui insistent sur le côté technologique de la médecine aussi, de la chirurgie. On s'attend, quand on voit des images de séries médicales qui se passent dans un hôpital, à avoir une dominante de blanc, à avoir une lumière homogène, à avoir des écrans électroniques qui bipent, qui donnent des indications sur l'état de l'intérieur du corps. Et bien entendu, ce qui nous frappe quand on voit The Nick, c'est le décalage avec ce que nous voyons là. Et on est forcément assez fasciné par ce retour aux sources finalement de nombreuses procédures chirurgicales qui trouvent leurs origines à cette époque-là. C'est une époque en effet où il y a eu beaucoup de progrès, d'inventions, d'innovations, et c'est cela aussi que met en avant The Nick. Alors, quelques exemples. Je mentionnais la pompe à oxygène activée à la main. On a beaucoup de gros plans aussi sur les tissus utilisés pour éponger le sang qui sont jetés dans une cuvette en métal, sur un chirurgien par exemple qui baigne sa longue barbe dans du désinfectant avant de procéder à l'opération. Mais la série ne nous encourage pas non plus à avoir une attitude un petit peu satisfaite ou supérieure par rapport à cette époque-là, et elle se sert de la représentation de la chirurgie et de la médecine de l'époque pour nous interroger sur nos propres dogmes et sur notre propre connaissance. Un petit peu comme le fait Mad Men, par exemple, de nous montrer les années 60, non pas pour qu'on se dise « oh là là, qu'est-ce que c'est mieux maintenant », mais pour qu'on prenne conscience d'une certaine continuité et du fait que certains dogmes ou certaines connaissances médicales avaient cours à l'époque. Certes, il y a eu beaucoup de progrès depuis lors, mais les grands enjeux demeurent les mêmes et il convient, dans une approche notamment scientifique, de toujours mettre en question nos propres dogmes, nos propres conceptions, notamment en matière de médecine. Alors, ça nous parle de chirurgie, mais pas seulement. C'est ça qui est intéressant dans The Nick aussi, c'est que certes, on a ces séquences d'opérations, mais la série interroge profondément la question du soin, du corps, de notre relation au corps, de notre relation à la maladie, sous différents angles. Si la série insiste beaucoup sur le corps, elle réfléchit aussi beaucoup sur la dimension psychologique, sur la psyché, notamment sur la question de l'addiction, à travers, bien sûr, le personnage principal. Thackeray devient de plus en plus malade à cause de son addiction, d'abord à la cocaïne, puis à l'héroïne, qui est d'ailleurs
une drogue qu'on lui administre pendant sa cure de désintoxication entre la saison 1 et la saison 2, comme un bon antidote à la cocaïne. Et on voit, c'est vraiment le récit d'une chute, l'histoire de The Nick, c'est ce chirurgien qui est submergé par cette addiction et qui, dans la saison 2, entreprend de se guérir lui-même, et je ne révèle pas la fin, mais il y aura un petit peu de mal. On a aussi cette question de la psychiatrie à travers certains autres personnages. Par exemple, on a la femme d'un autre médecin qui perd la raison après la mort de son bébé. Et on a une représentation très violente du traitement psychiatrique qui lui est infligé, notamment le fait qu'on lui arrache toutes les dents. Parce qu'on pense que la folie vient de germes qui polluent le cerveau et que les mâchoires et les gencives étant des lieux où prospèrent les bactéries, il convient d'arracher les dents. Et là, ça nous ramène bien sûr tout ce travail sur la psychiatrie et le traitement de la maladie mentale. On pense aux travaux de Michel Foucault et à la réflexion qui a eu lieu au cours du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui sur le statut de la maladie mentale. Donc ça c'est un des aspects qui est traité en parallèle de la vie de cet hôpital et comme partie prenante de la vie de cet hôpital. On a aussi une réflexion sur la santé publique puisque l'hôpital n'est pas pris comme une sorte de microcosme séparé du reste de la ville. Il fait vraiment partie intégrante de ce tout organique qu'est New York à l'époque. Et un des arcs narratifs de la saison 1, c'est une question de santé publique qui est la question de l'épidémie, une autre donc des thématiques favorites de Soderbergh, même si ce n'est pas lui qui a écrit le scénario, puisqu'on a une épidémie de typhoïde qui affecte notamment les migrants, qui étaient très nombreux à New York au début du XXe siècle, mais également quelques familles de la bonne société. Et donc on suit une sorte d'enquête, quasiment une enquête policière pour tracer l'évolution de cette maladie. Et on a une réflexion à travers cette épidémie aussi sur les questions de classe sociale et de lien entre la maladie et le statut social. De la même manière, on n'oublie pas dans The Nick que l'hôpital est aussi pas vraiment une entreprise, c'est pas encore le terme qu'on pourrait utiliser, mais qu'il y a des enjeux financiers et économiques pour que l'hôpital survive. On a souvent des scènes où on assiste aux réunions du conseil d'administration de l'hôpital, qui est essentiellement constitué de grands industriels qui financent l'hôpital et qui insistent sur le fait qu'il faut réduire les coûts ou qu'il faut arriver à avoir plus de recettes. Donc cette idée de médecine comme marché, comme entreprise économique est là aussi quelque chose qui nous rappelle que ce passé qui est représenté certes comme lointain est aussi extrêmement proche des enjeux qui restent ceux de la santé publique, de la médecine, de l'hôpital. On en a eu bien sûr l'exemple douloureux très récemment. On a un autre exemple qui fait le lien entre médecine et marché, c'est une scène où on a un entrepreneur qui veut s'associer avec Thackeray, qui est donc ce docteur extrêmement réputé, pour qu'il prête son nom à une sorte de potion miracle, Dr. Thackeray's Rejuvenation Liniment, une potion qui guérit un petit peu tout. Et il explique voilà, que c'est un marché en pleine expansion, qu'il faut qu'ils aient leur part. Alors le Dr. Thackeray l'envoie balader sur un ton un peu shakespearien, comme il l'adopte souvent, mais là aussi ça nous rappelle bien entendu les démarchages de l'industrie pharmaceutique auprès des médecins des hôpitaux qui ne sont pas nécessairement refoulés comme on peut avoir l'exemple dans la série. He's a madman. Though this is madness, yet there is method in it. La dernière chose qui est, je pense, vraiment remarquable dans la représentation de la chirurgie dans The Nick, bien sûr, c'est la mise en scène et la représentation de cette médecine comme performance, comme représentation. Gentlemen, ladies,
They are Russian. They are 16 years old. They have led until this day a life of slavery, exploitation, and humiliation. They are what we in the medical profession call omphalophagus twins, joined by a band of cartilage and soft tissue in their midsection. Through extensive examination, I have concluded that the only organ they share is the liver. It is our intention today to separate the girls, leaving each of them enough of the liver so that it can regenerate over time and continue normal function. This is their last day as a sideshow attraction, and you their last audience. This is no magic trick, no illusion, no sleight of hand. It is scientific knowledge and rigorous experimentation that will finally allow these two young ladies to live the humane life of which fate has so far robbed them. You're ready. On a ces scènes où l'opération en fait a lieu dans un théâtre, dans un amphithéâtre, où la zone d'opération est très blanche, le sol est blanc, c'est du carrelage, bien sûr tous les médecins sont en blanc, et tout autour on a cet amphithéâtre, ces bancs, cet auditoire très sombre où assistent de nombreux spectateurs, d'autres médecins ou des administrateurs, parfois des journalistes, tous habillés de noir ou de couleur sombre. Donc on a des scènes très fortes visuellement, avec un contraste étonnant. Et surtout, on est frappé de certaines scènes qui mettent en scène littéralement l'opération, où les docteurs ou les médecins, les chirurgiens commentent ce qu'ils sont en train de faire. Donc c'est vraiment représenté comme une sorte d'arène, comme une sorte de spectacle. Dans la saison 1, les chirurgiens font plusieurs fois référence à leur métier comme un cirque. C'est quelque chose qui revient de manière répétitive. On pourrait voir aussi les chirurgiens comme des équilibristes qui sont toujours sur le fil, hein. C'est vrai qu'ils sont en représentation et on sent la pression qu'ils ressentent sur le moment de l'opération. Et il y a vraiment une question de cette starification aussi un petit peu des chirurgiens dans cette arène. Ça culmine sans doute dans la saison 2 lorsque le docteur Thackeray opère deux sœurs siamoises et il entre dans l'arène comme une sorte de bonimenteur et il insiste sur le fait que justement leur passé de bêtes de foire est presque fini, comme si cette opération était finalement la dernière représentation qu'elles auraient à faire. Quelquefois aussi, après une opération réussie, on a des applaudissements de la part du public. Et cette volonté de mettre en scène aussi les nouveaux instruments qu'il a pu inventer ou les nouvelles procédures dont ils ont eu l'idée, nous dérange un petit peu, bien sûr, puisqu'il présente les progrès de la médecine comme des entités qui sont tout autant nourries par l'ambition, l'arrogance des médecins aussi, tout autant que par un quelconque humanisme ou une quelconque empathie. Donc c'est un portrait tout en demi-teinte, très complexe de la médecine et de la chirurgie que nous offre la série. Alors justement, Ariane, ce qui est très intéressant dans The Nick, vous avez commencé à l'évoquer, mais on va peut-être y rentrer plus en détail maintenant, c'est que c'est une série, j'allais dire aussi et avant tout peut-être historique, où on peut y voir de nombreux aspects de l'histoire, que ce soit, vous avez commencé à l'évoquer, l'histoire des technologies, mais aussi à travers ce que vous avez déjà dit en présentation, on y voit de l'histoire sociale, que ce soit l'histoire, on va dire, différente de la société américaine, avec les questions notamment de race, de classe, mais aussi de genre. Alors est-ce que vous pourriez maintenant développer cet aspect qui est, j'allais dire, quand même essentiel dans The Nick? Oui, bien sûr. Et je reviendrai sur ce que j'ai mentionné en tout début, avec le fait que c'est une série historique.
mais qui s'oppose à toute idée de nostalgie. On accuse souvent les séries historiques d'être un petit peu nostalgiques. On pense à Downton Abbey, par exemple, qui offre une vision très glamour du passé. Dans The Nick, on n'a pas du tout ça. C'est le passé, quelque chose d'assez spectral, d'étrange, de dérangeant. C'est une sorte de réalité alternative qui est proche de la nôtre, mais qu'on ne reconnaît pas trop non plus. Et c'est souvent sordide, c'est souvent sinistre. Hein. Il n'y a vraiment aucune dimension romantique ou pittoresque du passé. Alors, une des dimensions qui ressort, c'est le fait que, à travers l'exploration de l'histoire de la médecine, The Nick interroge notre lien avec la technique, la technologie. Et les avancées médicales sont mises en parallèle avec tout un florilège de progrès technologiques qui ont eu lieu au tournant du XXe siècle. Holy shit! He just walked up and ate the whole camera. I swear it ate the whole thing. Look. How do you do that? Maybe it was a really small camera. Oh, he just ate the cameraman, Joey. This don't make no sense. Let's watch it again. Right, hold on. Oh, no, that's my last one. We can either watch this again, or we can go get some of those good-looking confections they were selling. Candy sounds better. Candy sounds better. La saison 1 commence avec le suicide du chirurgien en chef de l'hôpital, hein, qui était le mentor du Dr. Thackeray. Et on a l'enterrement, enfin la cérémonie, les funérailles de ce Dr. Christensen. Et le Dr. Thackeray fait un speech en l'honneur de son collègue défunt. Et il insiste sur le fait que la période est exceptionnelle, que certes le Dr. Christensen a échoué dans sa dernière opération, mais qu'il a contribué à faire reculer les limites de la vie humaine. Il parle du fait qu'on vit à une époque de possibilités infinies. Il parle bien sûr du chemin de fer, de la possibilité de changer le lit des cours d'eau, etc. Il fait référence à tous ces progrès technologiques incroyables qui ont eu lieu au cours du 19e siècle. Et le 19e siècle, avec la révolution industrielle, bien sûr, est à l'origine de notre époque technologique, de notre anthropocène aussi. Et donc il rappelle qu'on a appris plus de choses au sujet du traitement du corps humain dans les 5 dernières années, donc à l'époque où il est censé parler en 1900, que pendant les 500 années précédentes. Alors il exagère sans doute un peu. La série au passage nous donne quelques chiffres. Par exemple, il mentionne que l'espérance de vie en 20 ans est passée de 39 à 47 ans. Donc en donnant ces chiffres, bien sûr, on a le personnage qui insiste sur les progrès de l'époque, et puis en filigrane, on a notre regard de spectateur du début du XXIe siècle qui prend conscience que en 1900, l'espérance de vie n'était que de 47 ans, donc bien moindre que celle qu'on connaît aujourd'hui. Donc la série d'emblée insiste sur cette période de l'histoire comme en quelque sorte le berceau de notre relation à la technologie aujourd'hui. Et c'est une thématique qui va être centrale. Alors, toutes ces technologies et techniques de l'époque sont organisées à partir de l'arrivée de l'électricité. Au tout début de la saison 1, on a l'hôpital qui est équipé en électricité. Ensuite, on a de nombreuses références à la photographie, qui certes n'était plus une technologie nouvelle au 19e siècle, mais qui malgré tout changeait la relation au corps et la relation aussi à la médecine, puisqu'on pouvait maintenant prendre en photo des procédures chirurgicales et donc les appliquer ailleurs avec preuve à l'appui, en quelque sorte, image à l'appui. On a l'apparition aussi des techniques d'enregistrement sonore
On a Thomas Edison, qui est représenté comme un personnage secondaire, avec son phonographe à cylindre de cire. Par la suite, on a la radiographie avec les rayons X, également créée par Edison. Donc, on a toute une série de références à ces technologies qui arrivent à l'époque. On a un médecin qui invente l'ancêtre de l'endoscope, qui permet de voir à l'intérieur du corps en faisant une incision minimale ou en évitant même d'ouvrir le corps. Les voitures à moteur, la caméra, le kinétoscope d'Edison. Donc on a de manière subtile feuilleté au fil de la série toutes ces références aux technologies d'enregistrement, de capture, de visionnage, technologie du visuel, du sonore, avec l'idée que tout ceci constitue le progrès. Et que technologie et science, bien sûr, vont de pair et que tout ceci va dans le bon sens. Et bien sûr, on regarde cette série avec notre regard rétrospectif, où on sait que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et la série joue beaucoup avec ce double sentiment, à la fois de fascination que l'on ressent toujours par rapport à ces avancées médicales, scientifiques, technologiques, et une certaine méfiance, bien sûr, que l'on a appris à avoir par rapport aux écueils de cette technologie. Et la série multiplie les petites références. Là aussi, ça fait un petit peu penser à Mad Men, la manière dont la représentation du passé, implicitement, fait une sorte de clin d'œil au public qui en sait plus que les personnages. On a à un moment donné le vendeur de la machine à rayons X qui dit que cette machine marche formidablement bien. D'ailleurs, ses enfants se sont amusés pendant des heures pour prendre des radios de leurs os avec toute la matinée, et qu'elle a très bien marché. Il y a eu aucun problème. Donc, bien sûr, avec notre regard rétrospectif, on sait que les problèmes risquent d'arriver un petit peu plus tard. Ces questions de progrès technologique, de l'enregistrement, du visuel, etc., nous ramènent aussi aux conséquences physiologiques, psychologiques de ces avancées, des technologies que ces avancées peuvent avoir sur nos propres corps et notre manière de penser. On sait aujourd'hui que les médias, que la technologie que nous utilisons modèle notre cerveau, modèle notre corps, modèle notre mode de vie, bien sûr, et revenir aux sources de ces avancées fait partie de la fascination qu'opère la série sur nous. Alors, au-delà de ces avancées technologiques, on a aussi une représentation d'une société qui, elle aussi, est en pleine mutation et où les tensions, par exemple, de classe, de race ou de genre, comme vous les mentionniez, entrent un petit peu en résonance avec celles qu'on a aujourd'hui. Là encore, la série ne nous pose pas ne nous encourage pas à entretenir un regard surplombant et supérieur par rapport à ce qui est représenté, mais nous montre vraiment la parenté entre ce qui est représenté et les enjeux que nous connaissons toujours. Alors, par exemple, bien sûr, la question de la race, je parlais de race au sens, bien sûr, sociologique du terme, comme lié à la couleur de peau et aux conceptions qui sont liées. Donc, on a une réflexion assez complexe avec l'arrivée de Algernon Edwards, ce médecin afro-américain, dans l'hôpital au début. Et la série s'attache à mettre en parallèle, notamment grâce au montage, par exemple, la préparation d'Edwards le matin et celle du personnage de Cornelia Robertson, qui est la fille du mécène principal de l'hôpital. On a leurs deux séances de préparation matinale, si vous voulez, qui insistent bien sûr sur la vie miteuse qui est forcée d'avoir Algernon Edwards. Il habite dans un quartier chaud de Tenderloin, qui était un quartier afro-américain à l'époque. Il habite dans une pension extrêmement pauvre. Il est obligé de se défendre contre plusieurs agressions, de faire la queue pour pouvoir aller dans la salle de bain, tandis que Cornelia Robertson, elle, est dans une maison de famille extrêmement luxueuse. Alors, ce sont deux personnages qui souffrent chacun de leur côté
d'une certaine oppression, puisque Cornelia Robertson essaye d'être la représentante de son père au conseil d'administration de l'hôpital, et elle est assez mal considérée, bien sûr, puisqu'elle est une femme. Mais bien entendu, le phénomène de marginalisation et de préjugés est bien plus violent contre le médecin noir que contre Cornelia, de par son statut de femme. Peut-être plus subtil que cette mise en parallèle par le montage, qui est quelque chose qu'on a vu quand même dans beaucoup d'autres œuvres. Ce sont plutôt les humiliations constantes que subissent le médecin, qui sont représentées de manière très, très juste, notamment de la part de ceux qui se présentent comme les plus progressistes, c'est-à-dire la famille Robertson, ces mécènes principaux de l'hôpital, qui l'encouragent, qui le soutiennent pour qu'il soit absolument médecin dans l'hôpital, mais qui n'hésitent pas à lui rappeler constamment qu'il est quand même le fils de leur cocher et de leur cuisinière. Il y a aussi de nombreuses scènes où on a une variation intéressante entre les petites humiliations constantes et la violence ouverte contre les Afro-Américains. On a par exemple une scène où on a une opération très difficile où finalement Edwards a pu opérer aux côtés de Thackeray. L'opération a été fructueuse, il se retrouve dehors. L'administrateur de l'hôpital sort une flasque d'alcool, il en boit, il la passe au docteur Thackeray, bien sûr blanc, qui la lui repasse immédiatement sous le nez du docteur Edwards, à qui, bien sûr, on ne propose pas de boire dans la même flasque. Et la caméra reste centrée sur le docteur Edwards tout du long. Les autres personnages sont périphériques et donc on recentre la perspective sur la sienne. On a aussi un épisode très frappant dans la saison 1 où on a une expédition punitive contre les Afro-Américains après une altercation entre le membre d'un gang et un Afro-Américain, et The Neck accueille les patients qui ont été agressés, et on a une foule haineuse qui prend quasiment l'hôpital d'assaut. Mais ce n'est pas non plus une représentation uniforme, univoque et simpliste, puisque le Dr. Edwards n'est pas non plus un héros martyr parfait. Il est aussi présenté comme assez snob, souvent arrogant, parfois lui-même violent, autodestructeur. Mais donc c'est loin d'être trop univoque. Mais justement, la représentation d'en est un peu plus intéressante. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les moments où les questions de couleur de peau passent au second plan lorsque l'incroyable talent de Edwards ressort et le fait prendre comme égal par le Dr. Thackeray, pour qui l'inventivité et le talent en tant que chirurgien priment sur tout le reste. J'ai parlé, en parlant de l'hôpital, des questions de classe, et là aussi c'est une dimension fondamentale de The Nick, cette exploration des différents groupes sociaux qui se croisent au sein de l'hôpital. C'est une constante dans les séries médicales jusqu'à aujourd'hui. Et là c'est très intéressant parce que justement ça remet aussi en question cette idée de l'Amérique, des États-Unis comme société sans classe, qui se serait constituée au-delà des classes sociales. On voit bien que ce n'est pas le cas, qu'il y a une aristocratie new-yorkaise et des laissés pour compte. Ce qui est intéressant aussi, c'est la représentation des migrants et l'intégration des différentes communautés. On a la communauté irlandaise, la communauté italienne, la communauté asiatique. Donc on a une sorte de patchwork qui est représenté aussi dans la série. Et enfin, bien sûr, la question du genre. On voit bien l'uniformité ethnique de la plupart de l'équipe de l'hôpital que vient
diversifie un petit peu le Dr Edwards. De la même manière, on voit bien la séparation claire en termes de genre, puisque tous les médecins sont des hommes et toutes les infirmières, bien sûr, sont des femmes. Et il y a 3 personnages féminins qui parviennent à interroger ce statut de la femme à l'époque. J'ai déjà parlé de Cornelia Robertson, qui tente de s'affirmer comme administratrice de The Nick et qui adore cette fonction, qui adore s'impliquer dans l'hôpital, mais qui, au final, est un petit peu reléguée au rang d'épouse dans la 2e saison. On suit aussi surtout une jeune infirmière, Lucy Elkins, qui vient du sud des États-Unis, qui a été élevée par un père fondamentaliste religieux et qui représente justement une figure de l'émancipation féminine. Elle fait du vélo, par exemple. Dès le début de la saison 1, on la représente à vélo et on sait qu'au XIXe siècle, la bicyclette a été un outil très important d'émancipation féminine, qu'il était d'ailleurs considéré par les partisans de la société patriarcale comme assez dangereux pour la santé féminine, trop subversif. Et c'est aussi par le vélo qu'elle se rapproche du Dr Thackeray, dont elle va s'enticher et avec lequel elle va avoir une relation amoureuse. Et le personnage peut-être le plus intéressant du point de vue de la question du genre, c'est cette sœur, Harry, qui est donc dans la saison 1 religieuse, mais qui s'affirme comme une grande experte en matière de santé médicale des femmes. On parle de plus en plus de la question du genre dans la médecine et dans la chirurgie, du fait que la plupart des procédures, des connaissances médicales ont été conçues à partir d'une norme masculine, ce qui pose de nombreux problèmes, tout simplement scientifiques. Et c'est un des mouvements passionnants en matière d'humanité médicale aussi aujourd'hui. Et The Nick pose cette question-là de manière subtile parce qu'on la voit plusieurs fois. Alors bon, elle soulève la question de l'avortement puisque on la voit aider des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants à procéder à un avortement de manière aussi sûre que possible. Quand elle n'officie pas, on voit qu'il y a beaucoup de femmes qui meurent parce qu'elles ont essayé elles-mêmes d'achever leur grossesse. Bien entendu, ça lui pose des grosses questions éthiques et morales, mais on voit aussi qu'elle a une forte expertise en matière de santé féminine et qu'elle n'est pas écoutée par les médecins. Il y a une scène assez remarquable où elle voit tout de suite qu'il y a un problème de placenta previa et qu'il faut agir très très vite, et elle dit au docteur Chickering de préparer la salle d'opération et il insiste pour ausculter la jeune femme et il refuse d'écouter son expertise. Et on sait là aussi que en matière de grossesse et d'accouchement, l'expertise des femmes, notamment celle des sages-femmes, a été un petit peu niée et que cette prise en charge de la grossesse et de l'accouchement a été à un moment donné confisquée par des médecins hommes qui ont aussi instauré des procédures qui n'étaient pas tout à fait physiologiques sous prétexte de progrès médical. Voilà, donc c'est une série qui tisse énormément de fils divers dans sa représentation du passé, de cette transition entre le 19e siècle et le 20e siècle, et qui tisse aussi implicitement de nombreux liens avec notre époque, c'est-à-dire une époque où notre relation à la technologie modifie également totalement notre rapport au monde, notre santé, nos conceptions de la morale, de l'éthique, notre rapport aussi aux enjeux de pouvoir de la société, là aussi en termes de race, classe et genre. Donc, comme toutes les grandes œuvres historiques, tous les grands films historiques, romans historiques ou séries historiques, c'est une série qui nous interroge sur notre présent à travers la représentation du passé.
Oui, effectivement, Ariane, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup de choses, et vous l'avez longuement évoqué à juste titre, à voir au niveau historique dans The Nick. Et j'allais dire, effectivement, outre, bien sûr, on s'attend à ce qui est l'aspect médical, avancé technologique. On s'attend aussi, quand on sait que c'est à New York, au début du XXe siècle, on s'attend à ce qu'il y ait ces problèmes, vous l'avez dit, raciaux, hein, qui font écho avec l'actualité, malheureusement, depuis quelques mois, même quelques années aux États-Unis. Mais aussi, c'est très bien tourné dans le sens, vous l'avez dit, où cela permet de comprendre qu'il y a une vraie dimension genrée de la médecine avec ce côté médical réservé aux femmes, subalternes, mais qui ont quand même participer à ces progrès-là. Et ça, on le ressent très très bien quand on le voit avec cette idée aussi que, au moins jusqu'à la guerre de 14, l'essentiel vous l'avez dit, des infirmières, ou en tout cas une bonne partie, de par la tradition, sont issues du milieu religieux, j'allais dire. Donc ça, on le voit et c'est tout à fait justement tourné. Alors, j'aurais une question maintenant qui est peut-être moins d'ordre historique, mais plus d'ordre, on va dire, esthétique. Vous l'avez dit, hein, le réalisateur de cette série, hein, Steven Soderbergh, c'est quelqu'un qui est très connu pour assurer une certaine esthétique à ses films, en utilisant notamment le numérique. Alors, est-ce que vous pourriez parler un petit peu de cela? Parce que j'y reviendrai peut-être avec vous en conclusion. The Nick, c'est une série qui a été assez confidentielle, mais quand on la regarde, je pense que l'on prend quand même, de par la façon dont elle est tournée, une certaine claque esthétique. I've had a revelation. If I was up against a medical problem, I would look for a cure. Stop the disease. Mend the bones, staunch the bleeding. That's the goal, anyway. If I treat my desire for drugs not as a craving, but as a sickness, that means there must be a cure. And if there is, I'm gonna find it. Number 10. Let's go home. Nice view. Oui, moi, c'est ce que j'ai ressenti en voyant la série. C'est-à-dire, j'ai été complètement fascinée par le rythme, par la qualité de l'image et le choix des points de vue, des positions de la caméra, et par le lien entre l'image et le son, notamment. Alors, Steven Soderbergh, c'est un réalisateur qui est très économe, c'est-à-dire il ne va pas tourner, il ne va pas prendre 40 prises d'une même scène, il va s'attacher à capturer l'essentiel d'une scène avec assez peu d'angles, si possible. Et en revoyant The Nick, on est frappé par le nombre de scènes ou de moments qui ont lieu en une seule prise, en un seul plan, sans coupure. Et c'est pas tant le fait de offrir un plan séquence très chorégraphié, comme on peut l'avoir par exemple dans un épisode mémorable de True Detective, par exemple, ou au début de films comme The Player ou autre. C'est pas une sorte de tour de force, mais c'est simplement une grande économie narrative. C'est-à-dire tout à coup, on va avoir par exemple une conférence donnée par le médecin d'un autre hôpital, et au lieu d'avoir un chant contre chant entre l'homme qui parle et le Dr Thackeray qui est dans le public, et peut-être certains autres membres qui écoutent cette conférence, on va rester sur Thackeray pendant très longtemps. Et on va entendre ce qui se dit, mais on va être attaché profondément à
au jeu de Clive Owen, qui est assez extraordinaire, où on va voir qu'il est en manque, qu'il n'est pas bien, qu'il est perturbé par cet autre docteur qui lui fait de l'ombre, qu'en même temps il a des idées qui sont suscitées par le récit de ces innovations médicales qui ont lieu dans un autre hôpital. Donc, en restant sur un seul personnage, on a une très grande densité d'émotions qui est communiquée par ce plan unique. On a aussi une caméra très mobile, une caméra qui est en général portée à l'épaule et qui passe d'un personnage à l'autre de manière très, très fluide. J'essaye d'avoir quelques priorités dans mes exemples. On a aussi un choix de couleurs et de lumière remarquable. C'est-à-dire, j'ai mentionné déjà le contraste qu'on pouvait voir dans les scènes d'opération dans l'hôpital. Et en général, on a vraiment une texture de l'image, de la couleur de l'image, qui est très proche du noir et blanc. Soderbergh a dit lui-même qu'il aurait bien aimé pouvoir tourner toute la série en noir et blanc. Donc le chef opérateur de la série, Howard Cummings, a réduit le nombre de couleurs, la palette chromatique de la série, pour donner presque un sentiment du noir et blanc, avec essentiellement du gris, du noir, du blanc, un petit peu de brun, donc des couleurs très, très, très ternes en quelque sorte, qui participent de cet ensemble un petit peu sordide. Donc, on a cette question des couleurs, on a aussi la question de la lumière, et là ça va se rapprocher de ce que je disais de cette caméra mobile. Si la caméra peut être mobile, c'est qu'elle est légère, qu'elle est facile à utiliser, du point de vue de la lumière, c'est aussi une série qui nous offre de très nombreuses scènes avec très peu de lumière, et ça c'est possible parce qu'il a utilisé une caméra numérique qui s'appelle Red Epic Dragon, qui permet de filmer avec une luminosité très faible. On sait que le fait d'avoir besoin de beaucoup de lumière est un problème quand on a une ambition d'authenticité dans la représentation du passé. Comment fait-on quand on veut filmer des scènes à la bougie, hein? C'est ce que Stanley Kubrick avait fait pour Barry Lyndon. Il voulait avoir cette notion d'authenticité dans la représentation du XVIIIe siècle, et c'est pour ça que son directeur de la photo avait ajusté un objectif de la NASA sur une caméra de cinéma pour avoir aussi peu de lumière artificielle que possible. Aujourd'hui, grâce aux capteurs ultra sensibles de ces nouvelles caméras numériques, on a la possibilité de filmer une scène éclairée par une lampe à huile ou par une seule ampoule électrique qui produit une assez faible lumière. On a comme ça des scènes étonnantes dans la première saison où, par exemple, le Dr. Edwards se munit d'une sorte de lampe torche et parcourt les couloirs de l'hôpital jusqu'au sous-sol. Et l'ensemble est très sombre, mais on suit malgré tout ce qui se passe grâce à la sensibilité du capteur de la caméra. Et on sait que Soderbergh aime bien lui-même jouer les caméramans en quelque sorte. Il se place par exemple sur des sortes de plateformes à roulettes et il se fait pousser, tirer pour avoir une relation aussi organique que possible avec l'image qu'il produit. Donc c'est en ce sens vraiment une série remarquable dans sa texture, dans sa dimension visuelle et dans son choix de point de vue. Et il ne faut pas oublier aussi l'attention au son. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des extraits sonores dans ce podcast, parce que on a une relation à cette époque très forte grâce à la fois à la définition du son dans certaines scènes, à quelques sons récurrents qui deviennent hautement signifiants, et à la musique de Cliff Martinez. Alors, d'abord, cette question des sons et de la définition des sons, c'est notamment le son de l'horloge pendant les scènes d'opération. On a une sorte de tic-tac qui est quasiment liquide. C'est une sorte de mélange entre une goutte d'eau qui tomberait sur une surface métallique et le bruit d'une horloge. C'est presque irrégulier. C'est à la fois irrégulier mais avec quelques irrégularités. Donc ça crée une ambiance assez oppressante.
Et le son de l'horloge n'est pas non plus continu du début d'une opération jusqu'à la fin. Il va monter en intensité lors de moments où, par exemple, on ne sait pas si le patient ou la patiente va survivre ou non, et puis baisser d'intensité lorsque on a un sentiment de soulagement ou autre. C'est un son qui s'exporte aussi en dehors de l'arène, en dehors du théâtre médical, puisque c'est un son qu'on va entendre, par exemple, chez le Dr Thackeray quand Lucy, la jeune infirmière, se rend compte qu'il est cocaïnomane et qu'il est en manque et qu'elle doit l'aider à se faire une injection pour qu'il puisse devenir de nouveau opérationnel en tant que médecin. Et ce bruit de l'horloge nous rappelle bien sûr à la dimension métaphysique de la médecine et à cette volonté de faire reculer les limites de la mort, de la vie, et à ce combat contre le temps qui passe inexorablement. Donc là aussi, la quête totalement hubristique du Dr Thackeray, qui rêve de défier Dieu, quoi, en quelque sorte. Hein. La thématique religieuse revient aussi régulièrement dans The Nick, et grâce au son, en fait, elle dépasse. Comment dire, c'est pas qu'elle dépasse le niveau narratif, mais une thématique qui est présente dans le scénario devient palpable et profondément émouvante grâce simplement à la récurrence d'un son comme cela. Ensuite, bien sûr, il y a la musique et le fait que très souvent, les bruits qui sont associés, par exemple, à la vie publique ou au bruit de la rue du 19e siècle, du tournant du 20e siècle, sont mélangés à cette musique extrêmement contemporaine, extrêmement électronique, qui est la musique de Cliff Martinez, que Cliff Martinez a composée pour la bande-son. Par exemple, dans la scène d'ouverture, on a le bruit des sabots d'un cheval sur les pavés qui se mélange à des bruits de voix et qui se mêlent à cette musique qui crée une atmosphère totalement irréel. Il y a eu un bon article sur la musique de la série, dont la référence sera dans la bibliographie. En général, pour une série historique de ce type-là, le choix assez évident, ça aurait été soit une ballade irlandaise, puisqu'on s'attache souvent à la communauté d'origine irlandaise, du ragtime, bien sûr, pour l'époque, ou éventuellement une musique symphonique un peu classique. Mais là, au contraire, les créateurs ont fait le choix d'une musique totalement anachronique, puisqu'on a du synthétiseur, on a une musique qui mélange rythme et mélodie, qui fait un petit peu référence à la musique de Philip Glass, par exemple, qui parfois s'apparente à une sorte de pulsation qui va enfler pour finalement devenir une sorte de vaste structure musicale, quelque chose qui mélange les sons et les bruits. Et on voit là aussi une grande osmose entre les choix visuels de Soderbergh et les choix musicaux de Cliff Martinez. Ça fait plusieurs fois qu'ils ont collaboré ensemble. Martinez, il avait déjà fait la musique de Sexe, mensonges et vidéo, de Solaris, de Contagion. Il est devenu aussi extrêmement célèbre pour sa bande originale de Drive, qui avait grandement contribué au succès du film. Et ici, on voit que c'est une musique qui mélange des références à la house music, à la musique électronique allemande, c'est quelque chose qui mélange résolument le passé et le présent. Par exemple, Martinez utilise beaucoup un instrument qui s'appelle le cristal bâché, qui est une sorte de construction à partir de plaques de fibres de verre, des sortes de tiges qui vibrent et qui sont réverbérées par la suite par une grande plaque de métal. Et c'était un instrument qui a été notamment développé par des compositeurs de l'avant-garde du milieu du XXe siècle, qui le voyaient comme un instrument de l'avenir. Mais c'est intéressant du coup d'utiliser un instrument qui était un instrument d'avant-garde, mais au milieu du XXe siècle, donc qui mélange constamment ce lien entre passé et présent, et qui est très cohérent dans cette série, où le passé et ce mélange entre passé et présent contribue à un sentiment de défamiliarisation finalement, au sens brechtien du terme, où on ne regarde pas
le spectacle du passé pour se conforter dans notre présent ou dans nos connaissances acquises, mais bien pour être dérangé, pour être troublé, pour trouver une sorte d'inquiétante étrangeté dans ce qu'on voit. Et la musique choisie, créée pour Veneck, joue un rôle fondamental dans ce sentiment de défamiliarisation. Alors, j'allais vous dire en guise de conclusion, Ariane, cette série qui a quand même un grand acteur à sa tête, Clive Owen, qui a quand même un top réalisateur pour la réaliser, qui est Steven Soderbergh. Pourquoi est-ce que finalement elle a été relativement peu vue? Elle est même aujourd'hui encore relativement peu connue, et on espère d'ailleurs que après vous avoir écouté dans ce podcast, les auditeurs auront envie d'aller la regarder. Alors pourquoi est-elle restée presque, j'allais dire, expérimentale? Je serais bien en peine de répondre. C'est difficile d'expliquer pourquoi une série trouve son public ou pas à un moment donné. Alors bon, elle n'a pas été programmée sur une chaîne de tout premier plan. C'est pas HBO, c'est pas AMC, c'est pas Showtime. Cinemax, ça reste un petit peu plus confidentiel. C'est une série aussi, comme je l'ai dit au début, qui rebute un petit peu parce qu'elle est difficile à regarder du fait de cette... Moi, je pense que la scène d'ouverture, la première scène d'opération, a dû en refroidir plus d'un, parce que c'est quand même difficile à tenir, en quelque sorte. J'ai du mal à comprendre pourquoi la série n'est pas un tout petit peu plus regardée, parce que moi je trouve que c'est vraiment une série absolument fascinante et très très riche à revoir d'ailleurs. Donc oui, j'avoue que si le podcast peut encourager quelques nouveaux spectateurs, ce sera très bien. Je pense que alors il y a aussi le fait que elle n'est pas disponible ni sur Netflix ni sur Amazon Prime. Donc, et aujourd'hui, on sait à quel point le fait d'être disponible sur une de ces deux plateformes principales contribue à faire redécouvrir certaines séries. Donc, il y a aussi une question d'accès, tout simplement. Elle n'a jamais été très, très accessible pour un public français. Mais je pense que rien n'est perdu. On peut toujours imaginer qu'elle trouve son public petit à petit. C'est difficile de savoir de toute façon quelle destinée pourront avoir les séries. On en regarde tellement et il y a une telle production, enfin un petit peu moins depuis la pandémie, mais quelles sont les séries qui vont durer, qui vont continuer d'être regardées à l'avenir? C'est un petit peu difficile à savoir. Mais je pense que dans le contexte des séries historique et série musicale, Veneck est vraiment une grande référence. Bien, écoutez Ariane, je vous remercie pour cette excellente analyse de cette série qui est effectivement à regarder, à connaître. Alors elle est relativement courte, il n'y a que 2 saisons puisqu'elle s'est arrêtée, vous l'avez dit, mais je pense que pour tous ceux qui voudraient à la fois savoir un petit peu mieux comment on vivait à New York au début du XXe siècle, comment est-ce que la médecine a fait des progrès justement dans cette période charnière avant la guerre de 14, comment est-ce que aussi était la société américaine déjà à cette époque-là, j'encourage à voir cette série historique qui fait partie, vous l'avez dit, et j'espère que les auditeurs l'ont bien compris, des séries très très intéressantes sur l'Amérique d'il y a une centaine d'années. Ariane, en tout cas, ce que vous avez donné comme bibliographie pour aller plus loin, on le retrouve sur notre partenaire nonfiction.fr, mais aussi sur notre site internet. Je vous remercie pour cette excellente analyse et j'espère à bientôt. Au revoir. Moi aussi, merci beaucoup. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.